Bonjour. Maintenant que l'accord sur la frontière maritime entre le Liban et Israël a enfin été rendu public, nous pouvons l'évaluer dans son ensemble. Je vous conseille bien sûr d'aller y jeter un œil sur les réseaux sociaux ou sur Internet. En tout cas, il s'avère que les affirmations concernant ces avantages ne sont tout simplement pas reflétées dans le libellé de l'accord et qu'il contient beaucoup plus de concessions que le public ne pouvait savoir. L'accord est mauvais pour Israël, à la fois stratégiquement et économiquement. Afin de faire passer ce négoce aussi rapidement, à quelques semaines des élections, le gouvernement, on a l'impression en déroute, prend des voies qui ne sont pas constitutionnellement et politiquement légitimes. Alors, si vous le voulez bien, nous allons examiner un par un les enjeux de cet accord. Dans un premier temps, nous examinerons les coûts stratégiques de l'accord. Les négociations destinées à trouver un compromis entre la frontière maritime déclarée par Israël, ce que nous appelons la ligne 1, vous avez le dessin en ouverture de cet audio, et celle déclarée par le Liban, ce que nous appelons la ligne 23, dure depuis des années. Comme d'habitude d'ailleurs, différents médiateurs par le passé ont adopté des approches plus ou moins égales, divisant le territoire contesté entre les parties. Selon des informations dignes de foi, il y a encore quelques mois, les propositions qui étaient à l'ordre du jour stipulaient, nommément, qu'Israël conserverait environ 35% du territoire contesté. Certes, tout de même une concession de la part d'Israël, mais disons-le dans des limites raisonnables. Peu de temps après que M. Yair Lapid soit devenu Premier ministre par intérim, le Hezbollah décida d'envoyer un certain nombre de drones vers les plateformes gazières israéliennes et menaçait d'attaquer la production de gaz d'Israël. Et tout cela quelques semaines seulement avant les élections législatives. Et soudainement, notre Premier ministre a accepté un accord selon lequel Israël recevrait, tenez-vous bien, 0% du territoire contesté en litige. Bien entendu, vous devez le savoir, par l'intermédiaire du grand maître de l'échiquier, c'est-à-dire les États-Unis qui ont, élaboré cet accord biparti. Cet effondrement complet est admis par nos ennemis en général et par le Hezbollah en particulier. Comment donc? Si ce n'est que comme une faiblesse et une ouverture à de nouvelles menaces. L'abandon complet de la revendication territoriale israélienne va affaiblir la position d'Israël dans quelques négociations futures qui sera. Le Hezbollah, qui par l'intermédiaire de son mandataire, entendez le gouvernement libanais, était un partenaire à part entière dans les négociations, et pourtant, nous ne le trouvons pas responsabilisé par ces mêmes accords. Les partisans ont affirmé qu'ils consacreraient dans le droit international la frontière de sécurité critique qu'Israël a établie à 5 kilomètres à l'ouest dans la mer, à partir de la frontière terrestre de Rosh Hanikra. Il est clair que la ligne de bouée que vous pouvez trouver sur la fameuse carte dont je vous ai parlé n'est pas reconnue dans l'accord comme une frontière internationale, mais globalement comme une situation de fait qui reste controversée. Cependant, puisque dans le cadre de l'accord, Israël a renoncé à ses revendications sur toutes les eaux au nord de la ligne 23, sa prétention à la ligne de bouée devient considérablement affaiblie. La tournure médiatique concernant les garanties américaines, le maître de l'échiquier, pour le deal en question leur attribue un avantage stratégique, dit-on. Cependant, ces garanties limitent fortement l'indépendance d'Israël en réponse aux menaces contre sa sécurité et ses intérêts économiques, et non des moindres nuisent aux relations israélo-américaines, puisqu'elles positionnent Israël comme un protectorat, un suzerain, un vassal, suzerain, quel grand mot. Le suzerain, c'est le maître de l'échiquier.
Nous sommes sous le protectorat, c'est-à-dire que nous sommes des vassaux, et en aucun cas un véritable atout. Dans la mesure où, lui, le maître échiquier, le désir. Prenez par exemple la façon dont Obama avait nié les promesses faites par Bush à Israël en échange du désengagement de Gaza. Les concessions économiques maintenant de cet accord sont claires. Israël a renoncé donc à ses aspirations sur les ressources naturelles au nord de la 23e ligne, y compris des énormes champs gaziers potentiels de ce que nous appelons Kanat Sidon. De plus, Israël a renoncé à ses droits de réaliser des réserves potentielles dans les eaux incontestées d'Israël si elle traversait la ligne 23. Le Liban, d'autre part, lui, n'est pas délimité symétriquement. Nos partisans donc de cet accord prétendent qu'Israël recevra un certain pourcentage des revenus des champs gaziers de Kanat Sidon. En fait, l'entente ne comporte pas une telle clause. Lisez-le. Il ne précise pas quel taux de revenu Israël recevra. De qui? Dans quelles conditions? Et sous réserve de quelle loi? En effet, mes amis, l'accord ne précise pas quel consortium produira le gaz, ni même les nationalités des membres de ce groupe. D'une manière qui en dit long, d'ailleurs, sur ses intentions. Entendez bien, le Liban a insisté pour supprimer une clause selon laquelle ces nationalités composantes n'incluraient pas ceux à qui les États-Unis ont imposé des sanctions et l'ont remplacé par ceux à qui des sanctions internationales ont été imposées. On marche sur la tête. Cela signifie que la possibilité d'une présence iranienne au large des côtes d'Israël est délibérément entretenue. Toujours eux, les partisans de l'accord, ont en outre affirmé que le renforcement économique du Liban est dans l'intérêt d'Israël, car, entendez bien, cela affaiblira ses relations avec l'Iran, et entre guillemets, nous dirions, ils auront quelque chose à perdre. Nous connaissons, bien sûr, la folie douce du professeur Francis Fukuyama, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, que le monde allait devenir tout beau et tout gentil dans sa démocratie, puisque bien entendu tout le monde y trouverait quelque chose à gagner et ne voudrait jamais perdre. Le seul problème, c'est que depuis la fin des années 90, Monsieur Francis Fukuyama s'est fourvoyé totalement. Mais son opinion, enfin, en tout cas, celle du grand maître échiquier, est profondément enracinée dans la croyance naïve que la relation du Liban avec l'Iran n'est que financière et non stratégique et idéologique. Allons donc. Elle est également enracinée dans la notion insensée qu'Israël peut menacer de manière crédible une plateforme gazière internationale peuplée d'une importante main-d'œuvre internationale. Bref. Ouf, il y a une logique stratégique dans le renforcement économique du Liban, seulement si cette logique peut être trouvée dans le transfert de milliards de dollars au Hezbollah. Liban. Hezbollah. C'est simple. Les atteintes à la démocratie et à l'état de droit. Ça, c'est un autre grand prix qui va être payé. L'accord a suscité une forte opposition en Israël au cours des dernières semaines, alors que le gouvernement est à l'aide en fin de parcours. Est-ce qu'on utilise cette loi fondamentale qui est en démocratie, le référendum, qui exige que le transfert du territoire israélien souverain à un autre pays ne soit possible qu'après ce référendum ou l'approbation de la Knesset avec un vote majoritaire d'au moins 80 députés, c'est-à-dire les 2/3 de la Knesset. Avant l'accord, ses partisans niaient qu'Israël donnerait des eaux territoriales. Entendez, par opposition aux eaux économiques. C'est un jeu, essayez, le jeu géopolitique. Et un jeu de mots aussi, bien entendu. Et a affirmé sur cette base qu'il n'y a pas besoin d'un référendum. Maintenant,
Pour ceux qui n'ont pas, bien entendu, pas besoin d'un référendum, parce qu'il n'est pas question d'eau territoriale, mais d'eau économique, vous entendez? Le jeu de mots. Maintenant, avec la publication de l'accord, même le gouvernement admet qu'Israël abandonne les eaux territoriales en faveur du Liban, mais refuse toujours d'organiser un référendum. Malgré la demande d'une telle action, ou d'un vote à la majorité absolue à la Knesset, l'accord n'est pas du tout soumis à cela, à ces principes de base de la démocratie, même néolibérale. C'est pour la raison évidente que tout le monde sait que si l'accord était soumis à un vote à la Knesset, il y a de grandes chances qu'il ne puisse passer. Enfin, il convient, si vous voulez, de noter que la Cour suprême d'Israël a formulé une doctrine selon laquelle un gouvernement provisoire ne peut pas prendre de décisions importantes qui lieront les futurs gouvernements sans raison convaincante. Mais s'il y a une raison convaincante, vous entendez bien que tout sera possible. En tout cas, sachez-le, cette doctrine n'a aucun fondement en droit et nous devons nous y opposer, même si elle venait à être appliquée. Il n'y a aucune raison impérieuse de signer cet accord maintenant. Le fait que le gouvernement libanais s'effondre n'est pas une raison d'accepter cette précipitation. Au contraire, c'est une raison d'attendre et de patienter. Il en va de même pour l'effondrement imminent du dirigeant de facto du Liban. La République islamique d'Iran se porte mal ces jours-ci. De toute évidence, le fait que le Premier ministre, M. Yair Lapid, veuille se présenter comme un homme d'État à la veille des élections n'est pas non plus une raison convaincante pour se précipiter dans la signature d'un mauvais accord, je dirais même d'un très mauvais accord. Shalom, shalom, Yedidim, à très bientôt.